Alors, c'est à vous, Alexandra. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Alors, je me présente rapidement. Je suis Alexandra Lessure. Je suis rédactrice en chef du site touteleurope.eu. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce site. C'est un site internet qui décrypte l'Union européenne pour le grand public, notamment pour les jeunes, les étudiants et les professeurs, avec des formats clairs et accessibles pour rendre simples des sujets souvent complexes qui concernent eh bien l'Union européenne, les politiques de l'Union européenne, le fonctionnement des institutions européennes. Alors, je vous indiquerai à la fin de cette présentation où trouver voilà, tous les contenus qui peuvent vous être utiles pour vos élèves sur le site. Alors, ce matin, ensemble, eh bien, on va explorer le rôle essentiel du Parlement européen, son fonctionnement, sa composition et surtout son impact concret sur notre quotidien. Et puis après cette présentation, eh bien, vous aurez la parole. N'hésitez pas tout au long de cette présentation à noter vos questions, vos commentaires. Voilà. Ensuite, poser vos questions. Alors, je vais partager ma présentation déjà. Donc, je pense que je dois avoir la possibilité de le faire. Oui, normalement, en bas, Alexandra, partager l'écran. C'est bon. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Ouais, Oui, c'est bon. ok, parfait. Alors, tout de suite, pour commencer, on va démarrer avec un petit quiz très rapide. Vous pouvez répondre dans le chat la réponse. Vous allez voir, c'est assez simple. Il y a juste trois questions, mais c'est pour voir un petit peu votre niveau de connaissance et puis pour démarrer avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va commencer avec une première question. Aujourd'hui, combien y a-t-il de députés européens? Alors, que je puisse accéder aux réponses dans le chat. Donc, je vais regarder petit à petit. Donc, il y a effectivement un peu de tout. Il y a deux réponses. Les deux apparaissent. Alors, actuellement, il y a 720 députés européens. Lors de la précédente mandature, ils étaient 705. Et en fait, pour tenir compte du poids démographique, euh, des changements démographiques, on est passé à 720 députés européens, donc depuis les dernières élections européennes de juin 2024. Deuxième question, la Commission européenne a-t-elle le dernier mot sur l'adoption des lois? Alors là, on est un peu dans des questions de procédure législative. On va en parler plus en détail après. Alors, je vois oui. Donc, pour certains d'entre vous, la Commission a le dernier mot sur l'adoption des lois. Oui, non, non. C'est bien. Il y a un peu de tout. Donc, je pense que ces explications vont être utiles. Donc, en fait, la Commission a le monopole législatif. Donc, c'est elle qui propose les lois. On verra quel est le rôle du Parlement, évidemment. Mais ce n'est pas elle qui a le dernier mot sur l'adoption des lois. Troisième et dernière question. Quel est le groupe majoritaire au Parlement européen? Alors, est-ce qu'il s'agit du Parti populaire européen? Donc, c'est le parti de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, ou bien est-ce que ce sont les sociodémocrates? Là? Et là, tout le monde Non, les mises à jour sont faites pour l'instant. Non, mais tu sais, est prêt à la bonne réponse. Donc, il s'agit bien du Parti populaire européen. C'est le parti majoritaire. C'était le cas aussi lors de la précédente mandature. Alors, on poursuit avec quelques dates clés sur l'histoire du Parlement européen. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que c'est quand même important pour vous d'avoir quelques notions sur l'histoire, la création du Parlement européen. Alors, le Parlement, il trouve ses origines, si on remonte vraiment au tout début,
en 1951 avec la création de ce qu'on appelle la CECA, donc on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et la création de la CECA portée notamment par les pays du Benelux. À ses débuts, il était composé de députés désignés, donc il ne disposait pas de véritable pouvoir. Et avec l'instauration de la Communauté économique européenne et d'Euratom en 1957, eh bien, il prend le nom d'Assemblée parlementaire européenne avant d'adopter donc son nom actuel de Parlement européen en 1962. Donc, comme vous le voyez là sur notre frise, les premières élections au suffrage universel direct, donc ça c'est vraiment un moment important, ont lieu en 1979. Euh, les prérogatives du Parlement donc, restent assez limitées à ce moment-là et elles vont devenir de plus en plus importantes, notamment avec le traité d'Amsterdam en 1997. Aujourd'hui, le Parlement donc, est véritablement un rôle en fait un rôle de co-législateur. Donc ça, on va en parler aussi un petit peu plus dans le détail après. Je vous ai indiqué la date de la présidence de Simone Veil. Donc, on a eu deux femmes françaises à la tête du Parlement européen, Simone Veil et Nicole Fontaine. Et en tout, il y a eu trois femmes présidentes du Parlement européen, avec actuellement Roberta Metsola Lamartine. Alors, le processus décisionnel, donc ne prenez pas peur en regardant ce schéma, on va le regarder en détail. Mais c'est vrai que c'est comme ça que l'on présente en fait la façon dont sont adoptées les lois, les textes européens. Donc c'est très important en fait de comprendre un petit peu le rôle de chaque institution européenne. Donc au total, il y a 7 institutions européennes. Mais là, on va s'intéresser principalement à 4 institutions. Alors, cette prise de décision, elle s'inspire, vous allez le voir, de systèmes politiques existants, mais elle est quand même unique en son genre, avec le Conseil européen qui est composé des chefs d'État et de gouvernement, donc des 27 chefs d'État et de gouvernement, qui va, lui, donner les grandes orientations impulsée en amont par la Commission européenne. Donc, c'est vraiment le Conseil qui va voilà, donner ce cadre de travail, je dirais, qui se réunit en principe 4 fois par an, sauf dans certains cas. Alors, depuis, par exemple, la guerre en Ukraine, bien évidemment, le Conseil se réunit plus souvent. C'est le cas, donc c'est ce qu'on appelle, alors soit on parle de Conseil européen ou de sommet européen extraordinaire, c'est le cas aujourd'hui, puisque les chefs d'État et de gouvernement sont actuellement réunis au Danemark, à Copenhague, avec un ordre du jour qui porte notamment sur la défense, et vous avez dû en entendre parler ces derniers jours sur un projet de création d'un mur anti-drone. Voilà. Donc, le Conseil européen donne les grandes orientations. La Commission européenne, elle va ensuite faire des propositions législatives. Donc, c'est vraiment elle qui a le monopole législatif. Il faut quand même noter, et ça c'est important par rapport au rôle du Parlement européen, que le Parlement, lui, établit quand même des rapports d'initiative législatifs, donc il peut indirectement faire des propositions et la Commission voilà, peut les étudier. Mais globalement, c'est la Commission qui est la seule, en tout cas, qui propose, elle, directement les textes qui sont ensuite amendés et adoptés par, d'une part, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Alors, le Parlement européen, donc, il est composé de 720 députés européens. Ils vont amender une première fois le texte avant en principe, en fait, ils le transmettent généralement avec plusieurs amendements au Conseil de l'Union européenne. Et le Conseil de l'Union européenne, à ne pas confondre avec le Conseil européen, lui, il est composé des ministres des pays membres de l'Union européenne.
Donc, s'il s'agit d'un texte qui concerne, par exemple, l'environnement, eh bien, ce sont les ministres des 27 États membres chargés de l'environnement qui vont étudier le texte et qui vont voter sur ce texte. Si à l'issue des deux lectures, d'une part du Parlement européen, d'autre part du Conseil de l'Union européenne, il n'y a pas d'accord, ce qui arrive quand même dans la majeure partie des cas, s'ouvre alors une phase de conciliation, c'est ce qu'on appelle un trilogue. La Commission européenne y participe également en tant que médiatrice. Et lorsqu'un compromis est trouvé, eh bien, les deux institutions votent la proposition de loi. Dans le cas contraire, c'est quand même assez rare, le texte est abandonné. Et ensuite, donc, l'entrée en vigueur des textes est l'étape suivante. Voilà, alors on en parlera peut-être un peu plus par la suite, mais il faut savoir qu'il y a quand même deux textes, deux formats, on va dire, de type juridique de texte. D'une part, les règlements. Donc, vous devez aussi parfois en entendre parler, des règlements européens ou bien des directives. Quand il s'agit d'un règlement, c'est un acte obligatoire qui va s'appliquer immédiatement. Donc, on va décider d'une entrée en vigueur le 1er octobre dans tous les États membres au même moment. Et lorsqu'il s'agit d'une directive qui vise à harmoniser les législations nationales, eh bien, les pays disposent d'un délai pour adapter leurs droits, leur droit national. Alors, vous avez ici maintenant les visages des présidents des institutions. Je pense que vous en connaissez certains. Avec d'abord donc, le président du Conseil européen, qui est le portugais Antonio Costa. Voilà. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui actuellement en est donc à son deuxième mandat. Hein. Elle était présidente de la précédente mandature de la Commission européenne. Elle a été réélue en juillet 2024. Et puis Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, qui est de nationalité maltaise. Vous avez aussi ici le Conseil de l'Union européenne avec la présidence du Danemark. Donc, actuellement, c'est le Danemark. Il y a en fait tous les 6 mois un changement de présidence du Conseil de l'Union européenne. Donc précédemment, c'était la Pologne. Ce sera ensuite Chypre. Et en fait, c'est un programme sur 18 mois. Parce que 6 mois, c'est un petit peu court pour un pays mener à bien un programme. Il faut que ce soit un petit peu plus long. Donc, il s'étale sur 18 mois. Le gouvernement danois donc, qui a pris la présidence le 1er juillet dernier, qui est donc à ce poste-là jusqu'à fin décembre, s'est fixé un programme de travail autour de la sécurité, la compétitivité et la transition verte de l'Europe. Chaque présidence, en fait, a un slogan. Et donc, le slogan pour le Danemark, c'est une Europe forte dans un monde en changement. Évidemment, les sujets de défense occupent une part importante du programme de travail du Danemark, mais pas seulement, on va en parler par la suite. Il y a aussi les négociations sur le futur cadre budgétaire pluriannuel. Je vous en parlerai un petit peu après. Alors, quels sont les pouvoirs du Parlement européen? On l'a vu précédemment, on a parlé de la procédure législative, c'est ce qu'on appelle la procédure législative ordinaire. Donc, la Commission fait une proposition de loi, le Parlement européen vote le texte, puis le Conseil de l'Union européenne. Voilà, ils sont co-législateurs. Je pense que ça, je vous l'ai expliqué. Et je reviens juste sur ce droit d'initiative du Parlement européen à ce stade-là. Pour vous donner un exemple, si on prend le texte de la directive pour lutter contre les violences faites aux femmes, eh bien, c'est le Parlement européen qui, en 2021, a utilisé son droit d'initiative en adoptant un rapport
demandant à la Commission européenne de présenter une proposition sur ce sujet-là. Voilà. La Commission, dans ce cas-là, elle n'est pas obligée de suivre la demande du Parlement, mais elle doit justifier sa décision, soit en présentant une proposition, soit en expliquant pourquoi elle ne le fait pas. À côté de la procédure ordinaire, le Parlement européen intervient à travers ce qu'on appelle des procédures spéciales. Alors, il peut censurer la Commission européenne dans un cadre, voilà, les règles sont très précises dans les traités, c'est-à-dire que il peut le faire à la majorité des 2 tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres du Parlement européen, qui doit alors présenter sa démission collégialement. Euh, Jusqu'à présent, il y a eu une dizaine de tentatives qui ont été menées depuis 1999, mais aucune motion n'a jamais été adoptée. En juillet 2025, donc très récemment, la présidente de la Commission a affronté sa première motion de censure en lien avec le Pfizer Gate, dans lequel elle est impliquée. 175 eurodéputés ont voté pour, 360 contre et 18 se sont abstenus. Donc, la motion n'a pas été retenue. Et dernièrement, 2 nouvelles motions de censure ont été déposées. La première par le groupe, on va le voir après, quels sont tous les groupes politiques du Parlement européen. Mais cette première motion a été déposée par le groupe des Patriotes pour l'Europe, au siège du Rassemblement national. C'est une motion qui concerne l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Et l'autre motion de censure a été déposée par la gauche contre la stratégie de la Commission, la stratégie commerciale de la Commission et aussi sur sa position sur la guerre à Gaza. Voilà, donc ces 2 motions, elles vont être a priori à l'ordre du jour de la prochaine session plénière du Parlement européen qui va se dérouler la semaine prochaine. Voilà, donc ce sera un sujet à suivre. Euh, voilà, je poursuis sur les pouvoirs du Parlement. Donc en matière de contrôle, le Parlement européen peut poser des questions écrites ou orales au Conseil et à la Commission européenne. Il peut recevoir des pétitions émanant des citoyens européens. Ça, c'est un exemple qu'on donne souvent, voilà, pour montrer le rôle très concret du Parlement européen. Euh, et il peut aussi constituer des commissions temporaires d'enquête, voilà, en cas d'infraction ou de mauvaise application du droit communautaire. Et enfin, il a un droit de recours devant la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà pour les principaux pouvoirs du Parlement. Et on termine sur cette partie-là, sur les pouvoirs, avec un pouvoir très important qui concerne le budget. Alors, le budget, je vous ai mis un petit schéma ensuite. Euh, mais d'abord, un mot pour vous expliquer que voilà, chaque pays vote un budget. Eh bien, l'Union européenne, c'est pareil. Chaque année, un budget européen est adopté par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Il prévoit les dépenses et les recettes de l'Union européenne, mais dans un cadre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser un certain plafond. Et ce plafond, il est encadré par ce qu'on appelle un instrument plus large, qui est le cadre financier pluriannuel, qui est renouvelé tous les 7 ans. Voilà, donc il y a un vote chaque année du budget, mais dans le cadre de c'est ce qu'on appelle le CFP, le cadre financier pluriannuel. Euh, je vous mets ici le schéma. Donc, vous voyez que vous avez un budget de 2000 milliards d'euros pour cette période 2021-2027. Qui est composé à la fois du cadre financier pluriannuel, de 1970 milliards d'euros, mais aussi du plan de relance européen. Souvenez-vous, donc à la suite de la crise du Covid, un plan de relance européen avait été adopté en 2020 dans un temps record. Euh, et donc voilà, il fait partie de ce budget 2021-2027. Voilà, j'espère que je ne vous perds pas trop avec
ces explications en termes budgétaires, mais c'est vrai que c'est important parce que ça fait partie vraiment du fonctionnement de l'Union européenne et c'est important parce que le Parlement vote a un rôle voilà, pour adopter le budget. Alors, ici, c'est intéressant parce que vous avez la répartition en fait par politique du budget de l'Union européenne. Donc ça, c'est pour l'année 2025. On est à environ 180-200 milliards d'euros. Et donc, vous voyez en fait que selon les différentes politiques, le budget est différent. Donc, on a une part importante pour l'agriculture et la pêche, également pour la politique de cohésion, tout ce qui concerne relations extérieures, voilà, recherche, innovation. Tout est indiqué ici. Et ce qui est intéressant de noter, en fait, quand on regarde ce visuel, c'est que, évidemment, quand le budget est négocié, les États, les pays européens n'ont pas tous les mêmes intérêts. Donc, quand vous allez avoir des discussions sur le budget qui concerne l'agriculture, la France, évidemment, va avoir un intérêt important. Donc, voilà, dans les négociations, elle va vouloir que ce budget soit plus important. Les pays qui bénéficient de la politique de cohésion, c'est pareil, vont aussi vouloir un peu plus se battre pour que le budget soit plus important euh, sur la politique de cohésion. Donc, ça vous donne un peu une idée de cette répartition. Voilà, 200 milliards d'euros, c'est presque 10 fois moins que le budget de la France. Alors, actuellement, donc j'ai commencé à vous en parler rapidement tout à l'heure, les négociations ont démarré pour l'adoption du futur cadre financier pluriannuel. En fait, c'est très très long. Ces négociations, elles prennent vraiment beaucoup de temps. Donc, on est déjà on est déjà en train de négocier sur le prochain CFP et il y a eu une présentation de la Commission en juillet dernier et on a déjà voilà, des réactions évidemment de part et d'autre. Pour certains, le budget consacré à la PAC, à la politique agricole commune, n'est pas assez important. Pareil pour la politique de cohésion. Donc voilà, il y a beaucoup de négociations qui vont pas être faciles dans les prochains mois, voire prochaines années. Euh, on a évidemment une part importante en ce qui concerne la défense dans ce prochain budget. Donc voilà, on a pas mal de, pas mal de défis sur le prochain cadre financier. Alors, on passe maintenant à quelques exemples de législation européenne. Voilà, pour que vous ayez des exemples très concrets. Je pense que ça, enfin, nous en tout cas, quand on rencontre le grand public, etc., on voit qu'il y a vraiment une demande en fait d'exemples concrets pour montrer à quoi sert l'Union européenne et puis le Parlement européen donc, qui est impliqué dans ce processus décisionnel. Voilà, il a un rôle important sur l'adoption de tous ces textes. Donc là, je vous ai mis comme exemple la directive sur les salaires minimums. Donc c'est une directive qui date de 2022. Le but, donc, c'était pas d'établir un seul et même SMIC pour l'ensemble de l'Union européenne, mais de favoriser la convergence à la hausse des rémunérations minimales en Europe. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Il y a eu aussi l'adoption en 2024 très récent du règlement sur l'intelligence artificielle. Voilà, texte important, premier texte au monde qui encadre les usages et les modèles selon les risques qui font peser pour les citoyens. Voilà, par exemple, dans ce texte, on va avoir des précisions sur l'interdiction de reconnaissance faciale en temps réel, sauf dans des cas particuliers. Enfin voilà, c'est un texte dont on parle beaucoup en ce moment. Autre exemple qui date un peu plus, c'est celui qui est très parlant, c'est la directive sur les plastiques à usage unique. Voilà, c'est par exemple l'interdiction des pailles en plastique. Et puis un autre texte, je vous en ai un petit peu parlé, c'est la directive donc, contre les violences faites aux femmes.
Voilà, en fait, c'est un texte qui a été adopté très récemment en 2024. Donc, c'est une directive, donc ça veut dire que les États membres ont 3 ans maintenant pour la mettre en vigueur. Voilà. Alors, là, je vous ai mis une image de Strasbourg. Donc, c'est le siège du Parlement européen. Alors, les députés européens travaillent à la fois à Bruxelles et à Strasbourg. Euh, Ils siègent en fait donc, en session plénière à Strasbourg et le reste du temps, ils travaillent à Bruxelles. Alors, le rôle des députés européens, on revient un petit peu sur ce que je vous ai déjà expliqué, mais pour vous donner un peu un résumé, donc comme on l'a vu, ils examinent, ils amendent, ils votent les textes, ils votent le budget annuel et donc ils doivent approuver le cadre financier, ils contrôlent la commission, ce qu'on a vu tout à l'heure, et ils peuvent poser des questions écrites ou orales au Conseil et à la Commission européenne. Tout ça, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, le nombre de députés européens paraît pas mal. Ça, c'est important parce que parfois, des idées reçues. Donc, la répartition des sièges, elle dépend de la population de chaque pays. Donc, vous allez avoir le plus gros contingent en Allemagne, pour l'Allemagne, donc avec 96 députés européens, quand il n'y en a que 6, par exemple, à Malte. Et en France, on a 81 députés européens. Voilà, ça vous donne un peu une idée de cette répartition. Donc, les députés européens, ils vont ensuite siéger par groupe politique. Donc, en fait, ils ne siègent pas par pays. Hein. Donc, chaque groupe politique, on va retrouver les différentes nationalités. Donc là, vous avez les différents groupes de gauche à droite. Donc, la gauche au Parlement européen, voilà, The Left, donc, qui correspond, dans ce groupe, il y a 9 députés européens représentant la France insoumise. Ensuite, le groupe des socialistes et démocrates, voilà, avec 13 députés européens français. Ensuite, les Verts, qui comptent 5 députés français. Le groupe de Renew Europe qui compte donc des députés français de l'UDI et du MoDem, qui sont 13. Le groupe du Parti populaire européen, c'est le plus gros, c'est le groupe le plus important, on l'a vu tout à l'heure, 188 sièges et qui compte 6 députés français. Le groupe des conservateurs et réformistes européens, donc ECR, avec 4 députés français, et les Patriotes pour l'Europe, 85 députés européens, dont 30 français, et ensuite l'Europe des nations souveraines. Et je réponds en même temps, effectivement, on a tous ces visuels, tout est sur notre site, donc vous retrouverez facilement toutes ces explications. Euh, Souvent, voilà, c'est des questions que les jeunes qui s'intéressent à la vie politique nous posent. Voilà. Quelles sont les figures de la politique française qui se retrouvent dans ces groupes, etc. Donc, je pense que pour illustrer en fait la vie politique du Parlement, c'est intéressant de regarder voilà, ces différents groupes. Euh, Ce qui est important de noter, c'est qu'on a, depuis les dernières élections européennes, un Parlement européen qui est beaucoup plus fragmenté. Donc, ça signifie qu'auparavant, on avait vraiment 2 groupes majoritaires, les socialistes et démocrates et le Parlement européen, qui avaient à la suite, bien évidemment, de différents compromis, arrivé à se mettre d'accord et arrivé à voter des textes. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que ce Parlement est fragmenté. Voilà.
Alexandra, je suis désolé, je profite d'un moment de silence. Par rapport au timing, il nous reste plus Oui, beaucoup de temps. j'avance vite, Et comme je vois que effectivement, vous avez beaucoup de pour pouvoir diapos, répondre aux questions. s'il vous plaît, oui, parce que sinon on n'aura Voilà, pas le temps donc là, je vous ai d'attendre toutes vos parlé, questions. et on peut le retrouver sur le site. La présidente du Parlement européen, je vous l'ai aussi indiqué. Ça, ce sont les présidents de groupe que vous pourrez retrouver aussi sur le site, hein, avec trois Français à la tête de donc Valérie Hayé pour Renew Europe, pour la gauche, notamment Manon Aubry et Jordan Bardella pour les papiers pour l'Europe. Les chefs de délégation française, donc là, par groupe politique. Et puis, là aussi, je vous ai indiqué les présidents de commission, avec notamment Aurore Lalucq, qui est présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires, et Mounir Satouri pour la sous-commission des droits de l'homme. Voilà. J'ai été un peu plus vite sur la fin, mais excusez-moi, c'est vrai que j'étais un peu longue. Je vous écoute pour vos questions. Merci Alexandra. Donc en effet, peut-être on a quoi? On a une petite dizaine de minutes à peine par rapport à des questions. Comme vous l'a dit Alexandra, de toute façon, tout ce qui est là, et puis surtout le site Toute l'Europe, est une mine d'informations. Mais normalement, en effet, par rapport à la présentation d'Alexandra, c'est un petit temps de questions, donc chat si vous voulez, et on se permettra de les lire. Ou alors directement, si vous sentez une âme d'orateur, de lever la main par le biais de l'emoji et donc de vous donner la parole. Peut-être qu'on peut couper le partage d'écran, ça vous va, Alexandra? Oui. Je coupe. Merci beaucoup. Merci. Alors, n'hésitez pas à poser voilà, tout type de questions, même des questions voilà, plus. En attendant qu'elles arrivent, moi j'en ai une, Alexandra, tout de suite, c'est par rapport à la partie, parce que on travaille beaucoup, Julie, Maxime et moi aussi, avec des jeunes Européens, et on parle beaucoup de citoyenneté européenne, c'est quoi l'Europe, etc., etc. Et cetera. Et là, on s'est rendu compte depuis à peu près, même pas un an, que les jeunes commencent beaucoup à parler l'Europe, ça sert à quoi? C'est une défense par rapport aux grandes puissances, Chine, etc., etc., des éléments qu'on n'avait pas du tout avant dans la bouche des jeunes avant, en tout cas dans notre regard. Et ma question, c'est, vous avez présenté le budget de l'Union européenne et par rapport à la défense, qui pour l'instant est très petit, vu que c'était 2%, choses comme ça. Est-ce qu'en fonction du contexte politique actuel, est-ce que ces budgets peuvent varier ou il faut attendre le prochain programme? Alors, et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais Mhm. chaque année, donc pour l'année à venir, le budget est voté et tient compte des nouvelles priorités. D'accord. Donc, on a en 2025 déjà un budget qui a un peu changé pour la défense et ce sera probablement le cas par la suite. On ne va pas attendre le nouveau CFP pour négocier ces priorités. On va pas, alors après, on ne peut pas non plus changer totalement le Oui, ouais, budget, mais ouais. c'est vrai que oui, oui, on en tient compte. Ok, merci. Il y a deux premières questions. Il y a peut-être la première par rapport à la série Parlement, en fait, de savoir peut-être à la fois est-ce qu'elle est utilisable, mais en fait, enfin, aussi à quel point elle est réaliste par rapport par rapport à la réalité du Parlement et ce que vous en pensez. Oui, alors effectivement, nous, c'est une série qu'on a beaucoup appréciée. Et je sais que la réalisatrice, les acteurs sont souvent invités lors d'événements, notamment à Europa Experience, qui est donc ce musée interactif qui se situe à Paris, place de la Madeleine, et qui est très très bien fait. Oui, elle est tout à fait réaliste. Parce qu'on voit vraiment le rôle du député européen qui doit négocier, qui doit trouver des alliés dans les groupes politiques au sein du Parlement. C'est une série en plus voilà, qui est assez drôle, mais qui est réaliste. Alors après, je ne sais pas, par contre, je ne saurais pas vous répondre là où je peux me renseigner, mais pour effectivement la regarder, si c'est sur une plateforme en ce moment, mais ça, je pense qu'on peut trouver ça facilement. En tout cas, nous ici, à la rédaction, ouais, c'est une série tout le monde l'a regardée et elle a beaucoup apprécié. C'est la série Parlement. Voilà, je crois qu'on en est à la quatrième saison. Et elle est sur la plateforme France Replay TV, je sais plus quoi, chose comme ça. Ah voilà, c'est ça. Et il y a merci. Il y a ensuite une question sur est-ce qu'il existe une procédure en fait pour soumettre une pétition au Parlement? Est-ce qu'il existe une procédure citoyenne? Et Oui, si oui, comment est-ce que ça fonctionne? effectivement, il faut recueillir 1 million de signatures
Donc pour ça, tout se passe en ligne. Donc régulièrement, il y a des pétitions qui sont lancées. Je sais qu'il y en a une récemment sur le droit à l'avortement dans les pays de l'Union européenne et qui a récolté justement 1 million de signatures. Donc après, il y a différentes étapes, mais ça, vous avez en ligne effectivement, ce qu'on appelle les ICE. Merci. Il y a également une question en fait, enfin, par rapport aux tendances sur le prochain budget. En fait, enfin, là, vous avez commencé à un peu en parler en fait, enfin, des négociations. Est-ce qu'il y a des tendances aussi notamment sur le budget Erasmus enfin, en termes de baisse, d'augmentation? Oui, alors c'est effectivement un sujet. On parle d'augmenter le budget Erasmus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle dans le prochain CFP. Après, voilà, il faudra voir parce que tout ça, c'est vraiment, on en est vraiment au stade des premières négociations, donc il faudra voir comment est-ce que par rapport aux autres politiques, ce budget peut passer, effectivement. Merci. Il y a également une question sur peut-être un rappel de la procédure dans le chemin d'une loi, en fait, enfin, pour l'adoption d'une loi au niveau du Parlement. Est-ce que vous pouvez un peu rappeler les Oui, grandes bien étapes de sûr. l'adoption? Oui, c'est vrai que c'est quand même assez technique. En résumé, donc c'est la Commission européenne qui va, donc en fait, elle est composée de directions générales, la Commission européenne, donc il y a la direction générale agriculture, par exemple, la direction générale environnement, et ce sont les fonctionnaires de la Commission européenne qui vont travailler sur ces textes. Alors, ils ne sont pas tout seuls, hein, ils vont s'appuyer sur des experts, tout ça est quand même très encadré. Et ils vont préparer des textes, faire des propositions de loi au Parlement européen. Donc, ce sont les députés européens qui vont s'emparer du texte, qui vont l'étudier dans des commissions dédiées à cette thématique. Donc, par exemple, si c'est un texte, encore une fois, sur l'environnement, c'est la commission environnement qui va étudier le texte composé de députés européens. Euh, alors là, ce sera à Bruxelles. Et ensuite, une fois que cette commission s'est mise d'accord sur les amendements, etc., le texte va être voté lors d'une session plénière, puis le texte ensuite sera étudié par le Conseil de l'Union européenne, donc les ministres des États membres sur la thématique. Merci beaucoup. Merci. Maxime, je vais prendre le relais. Merci beaucoup. Alors, il reste encore d'autres petites questions. Vous inquiétez pas, ces questions-là, on se les garde et on verra comment ensuite on pourrait les transmettre. De toute façon, après chaque réunion, Clémence Malaret vous enverra un mail avec des ressources, etc., et éventuellement des réponses à des questions. Merci beaucoup, Alexandra, pour votre intervention. On va passer à l'autre étape.